Le matin du 8 mai 2026, un avion affrété, un Ilyushin Il-62, a quitté l'aéroport international Imam Khomeini de Téhéran à destination de Pyongyang. À bord se trouvaient 23 scientifiques nucléaires nord-coréens qui venaient de passer 47 jours dans les installations d'armement les plus classifiées d'Iran. Les agences de renseignement occidentales ont suivi le vol en temps réel. L'imagerie satellitaire a confirmé le départ. Et en quelques heures, une évaluation classifiée a commencé à circuler à Tel Aviv, Washington et dans les capitales alliées. Cette évaluation contenait une seule conclusion. L'Iran possède maintenant des conceptions fonctionnelles d'ogives miniaturisées capables d'être installées dans un missile Shahab 3. Ce n'est pas une projection, c'est une réalisation technique confirmée par 3 flux de renseignements indépendants. Et cela s'est produit plus vite que quiconque ne l'avait anticipé. Voici ce qui s'est passé. Les scientifiques sont arrivés en Iran le 22 mars 2026. C'était le jour 23 de l'opération Epic Fury, la campagne conjointe américano-israélienne qui frappait le territoire iranien depuis le 28 février. Le moment avait été choisi délibérément. Le guide suprême iranien Ali Khamenei avait été tué lors des premières frappes. La structure de commandement du corps des gardiens de la révolution islamique était fracturée. Les installations de production de missiles brûlaient et au milieu de ce chaos, la Corée du Nord a inséré une équipe triée sur le volet de spécialistes en armement. Dans le programme nucléaire le plus sensible de la planète, la trajectoire du vol était indirecte. Pyongyang vers Pékin, puis Moscou, puis Téhéran. 3 segments, 3 appareils différents. Les scientifiques voyageaient avec des passeports diplomatiques. Les services de renseignement chinois et russes étaient au courant. Les agences occidentales ne l'étaient pas. La faille dans la sécurité opérationnelle est survenue 4 jours plus tard, lorsque une station européenne de renseignement d'origine électromagnétique a intercepté des communications chiffrées entre Téhéran et Pyongyang, faisant référence à des paramètres techniques pour le bouclier thermique d'un véhicule de rentrée. Cette combinaison de mots-clés a déclenché une alerte immédiate. Les véhicules de rentrée ne sont pas des sujets de recherche académique. Ce sont des défis d'ingénierie que l'on résout lorsqu'on tente de faire traverser l'atmosphère à une ogive nucléaire sans qu'elle brûle ou dévie sa trajectoire. En 48 heures, des analystes satellitaires ont identifié une activité accrue au complexe militaire de Parchin. 2 nouveaux véhicules, des périmètres de sécurité supplémentaires, des opérations d'usinage de haute précision fonctionnant sur des cycles de 24 heures. Quelque chose était construit rapidement. Le travail technique réalisé par ces scientifiques est ce qui distingue cette histoire de toutes les autres alertes à la prolifération des 2 dernières décennies. Il ne s'agissait pas de faire passer des plans en contrebande. Il ne s'agissait pas de vendre des composantes centrifugeuses, il s'agissait d'une collaboration d'ingénierie directe sur le terrain entre 2 États dotés de l'arme nucléaire, sous bombardement actif. La Corée du Nord est une puissance nucléaire depuis 2006, mais le programme qui rend Pyongyang stratégiquement pertinent, ce ne sont pas les bombes, ce sont les systèmes de lancement et de livraison. La capacité de fabriquer un dispositif nucléaire assez petit pour survivre à un lancement par missile balistique, parcourir 1000 km dans l'atmosphère, rentrer à Mach 20 et exploser sur la cible. C'est cela, la miniaturisation. Et la Corée du Nord l'a résolu. L'Iran possède de l'uranium enrichi. Au début de mai 2026, les évaluations placent le stock iranien d'uranium enrichi à 60% à plus de 150 kg, avec de plus petites quantités à une pureté de 90%. C'est du niveau militaire. L'écart auquel l'Iran faisait face n'était pas la matière fissile, c'était la militarisation. Comment transforme-t-on de l'uranium enrichi en un dispositif pesant moins de 500 kg, capable d'entrer dans le cône avant d'un missile et de détonner de manière fiable? La Corée du Nord a apporté la réponse. Le scientifique principal a été identifié comme étant le docteur Cho Song-han. Le renseignement occidental ne possède aucune photographie, aucune biographie, aucun dossier public en dehors des fichiers classifiés.
Cho a dirigé les travaux de miniaturisation d'ogives sur les missiles nord-coréens Hwasong 1.4 et Hwasong 1.5. Les deux ont démontré une rentrée réussie en 2017 et en 2022. Shichelayest exact. L'Iran vient d'accueillir l'une des 6 personnes sur Terre qui savent concevoir, à partir de zéro, une arme nucléaire livrable. L'équipe a travaillé dans 3 lieux. Le complexe militaire de Parchin, le centre spatial Imam Khomeini, près de Semnan, et une installation souterraine non divulguée dans la chaîne de montagnes du Zagros que les agences occidentales tentent de localiser depuis plus d'une décennie. Chaque site gérait une pièce différente du casse-tête d'ingénierie. Parchin se concentrait sur l'assemblage par implosion et la conception de lentilles explosives de haute puissance. Semnan travaillait sur l'aérodynamique des véhicules de rentrée et les matériaux résistants à la chaleur. L'installation du Zagros s'occupait de l'intégration finale et des essais de prototypes non nucléaires. Le travail était segmenté délibérément. Aucun lieu ne détenait la conception complète. Ce compartimentage est une tactique de contre-espionnage directement issue de la doctrine soviétique de la guerre froide, et cela a fonctionné. Malgré une supériorité aérienne presque totale et des moyens de surveillance à pénétration profonde, les États-Unis et Israël n'ont frappé aucun de ces sites pendant la fenêtre de 47 jours. Soit les données de ciblage ne sont jamais parvenues au planificateur opérationnel à temps, soit la décision a été prise de ne pas risquer de disperser des matières radioactives dans la région pendant une campagne de bombardement active. Dans les 2 cas, les scientifiques ont travaillé sans interruption. Et c'est ici que le portrait du renseignement devient véritablement alarmant. Le 28 avril, 6 jours avant le départ de l'équipe nord-coréenne, un satellite européen a détecté une signature lumineuse compatible avec une détonation à explosifs puissant dans un site d'essai souterrain près de Semnan. La puissance mesurée était non nucléaire, sans radiation détectée, mais le profil de détonation correspondait à la séquence d'implosion d'un cœur de plutonium comprimé par des lentilles explosives minutées avec précision. C'est le mécanisme central de toute ogive à fission jamais construite. On ne peut pas tester un dispositif nucléaire réel sans produire une signature radioactive détectable et déclencher une réaction internationale immédiate. Mais on peut tester les composants non nucléaires pour vérifier que la conception fonctionne avant même d'y insérer une matière fissile. Cet essai du 28 avril n'était pas un exercice iranien. C'était l'Iran qui validait une conception fonctionnelle livrée par la Corée du Nord. L'évaluation du Mossad divulguée au Wall Street Journal le 6 mai a conclu que l'Iran se trouve maintenant entre 2 et 4 semaines d'une ogive nucléaire déployable si la décision est prise de militariser les stocks existants. Pas 2 ans, pas 6 mois. 2 à 4 semaines. L'estimation contradictoire de la CIA présentée au Congrès le 7 mai plaçait le délai entre 8 et 12 semaines en citant des incertitudes autour des mécanismes de mise à feu et de l'intégration des dispositifs de sécurité. L'écart entre ces 2 évaluations est important parce qu'il reflète des hypothèses fondamentalement différentes sur l'ampleur réelle du transfert nord-coréen. Si le Mossad a raison, les Nord-Coréens ont livré une solution clé en main. Si la CIA a raison, ils ont livré une orientation avancée qui exige encore un travail iranien local pour devenir opérationnel. Personne en dehors de Téhéran et de Pyongyang ne sait quelle estimation est la plus proche de la réalité, mais les deux s'entendent sur la direction. L'Iran est aujourd'hui plus près d'une arme nucléaire déployable qu'il ne l'était il y a 47 jours. Il faut parler de ce qui a précisément été construit, parce que les détails techniques comptent davantage que le théâtre géopolitique. Une ogive nucléaire miniaturisée n'est pas simplement une bombe plus petite, c'est un problème d'ingénierie entièrement différent. On travaille avec des contraintes spatiales mesurées en centimètres, on gère des contraintes thermiques capables de faire fondre la plupart des métaux, on maintient des composants électroniques fonctionnels sous des forces G qui dépassent tout ce qu'un avion de chasse peut subir. La contribution nord-coréenne semble s'être concentrée sur 3 domaines précis. Premièrement, la géométrie des lentilles d'implosion.
Les armes nucléaires fonctionnent en comprimant une masse sous-critique de matière fissile vers un état supercritique à l'aide de charges explosives de haute puissance façonnées avec précision. Les explosifs doivent détonner en une onde synchronisée qui comprime le cœur de manière uniforme. Si le chronométrage est décalé de quelques microsecondes, le cœur s'échappe sur les côtés et l'on obtient un raté, pas une détonation. La Corée du Nord a résolu ce problème pour des ogives pesant moins de 400 kg. L'Iran ne l'avait pas fait. Deuxièmement, le bouclier thermique et la stabilité aérodynamique pour des véhicules de rentrée voyageant à des vitesses hypersoniques. Lorsqu'une ogive de missile rentre dans l'atmosphère, elle se déplace plus vite qu'une balle de fusil et génère des températures de surface dépassant 2000 degrés Celsius. Le cône avant doit s'abraser de manière contrôlée, évacuant la chaleur sans déstabiliser la trajectoire. Le Hwasong, un 5 nord-coréen, a démontré cette capacité en 2022. Les missiles iraniens, Shahab 3, ont démontré une précision irrégulière, attribuée en partie au basculement des véhicules de rentrée. Troisièmement, des systèmes miniaturisés d'armement et de mise à feu qui entrent dans une enveloppe de charge utile limitée et fonctionnent de manière fiable en conditions de combat. Cela comprend des altimètres radars, des déclencheurs barométriques, des fusées d'impact et des mécanismes de sécurité qui empêchent une détonation accidentelle. Chacun de ces composants doit fonctionner du premier coup, parce qu'on ne peut pas tester une ogive réelle plus d'une fois. Le renseignement divulgué suggère que la Corée du Nord a fourni à l'Iran des schémas détaillés, des spécifications de matériaux et possiblement des prototypes physiques des 3 systèmes. Maintenant, considérons les implications stratégiques. C'est ici que l'histoire cesse de porter sur l'ingénierie et devient une question de décision capable de redessiner toute la région. L'Iran a déclaré publiquement qu'il ne cherche pas à obtenir des armes nucléaires. Le guide suprême Ali Khamenei, avant sa mort, avait émis une fatwa déclarant les armes nucléaires non islamiques. Les responsables iraniens ont répété cette position pendant 2 décennies. En même temps, l'Iran a construit le plus grand arsenal de missiles balistiques du Moyen-Orient, enrichi de l'uranium à une pureté de 90%, et vient d'accueillir une équipe nord-coréenne de miniaturisation d'ogives pendant 7 semaines en pleine guerre. Ces gestes ne cadrent pas avec ceux d'un pays qui a renoncé au développement d'armes nucléaires. La guerre actuelle change ce calcul d'une manière précise. L'armée conventionnelle iranienne a été systématiquement dégradée. Plus de 43 navires de guerre iraniens détruits. Des systèmes de défense aérienne réduits d'environ 80%. Des taux de lancement de missiles en baisse de 90% par rapport au premier jour du conflit. Les États-Unis et Israël ont démontré qu'ils peuvent opérer dans l'espace aérien iranien avec une quasi-impunité. Le guide suprême iranien est mort, la succession est contestée, l'économie saigne sous les pénuries de carburant et un détroit d'Ormuz fonctionnellement fermé. Dans ce contexte, une arme nucléaire n'est pas un outil d'agression. C'est une assurance de survie. Une façon de garantir que, peu importe à quel point les forces conventionnelles iraniennes sont dégradées, le coût d'une tentative de changement de régime demeure inacceptablement élevé. Cette logique a poussé le Pakistan, la Corée du Nord et Israël à chercher des arsenaux nucléaires lorsqu'ils faisaient face à des menaces existentielles. Et c'est cette logique qui rend les 30 prochains jours plus dangereux que toute autre période depuis la crise des missiles de Cuba. Voici la partie qui empêche les analystes du renseignement de dormir. Si l'Iran décide de militariser, il n'existe aucune voie claire pour l'arrêter qui n'implique pas des risques inacceptables. Une frappe militaire contre les installations nucléaires iraniennes exigerait de pénétrer des sites souterrains durcis, certains enfouis sous des centaines de mètres de roches. Israël a tenté cela en juin 2025 et a obtenu un succès partiel contre des halls d'enrichissement en surface. Les sites profonds ont survécu. Les États-Unis disposent de munitions capables de pénétrer les bunkers et d'atteindre des cibles plus profondes, mais leur utilisation risque de disperser des matières radioactives dans des zones peuplées si de la matière fissile se trouve sur le site d'impact. Même si les frappes réussissent, elles ne font que retarder le programme. Elles n'éliminent pas la base de connaissances. Les scientifiques qui ont travaillé avec l'équipe nord-coréenne ne disparaissent pas lorsqu'un bâtiment s'effondre. L'Iran a reconstruit son programme de centrifugeuse après la cyberattaque Stuxnet
en 2010. Il a reconstruit sa production de missiles après des frappes ciblées en 2020 et en 2025. Il reconstruira encore. La diplomatie n'est pas une option fonctionnelle à l'heure actuelle. L'Iran a déclaré qu'il ne négocierait pas avec les États-Unis. Trump a exigé une reddition inconditionnelle. Il n'y a aucun médiateur auquel les deux camps font confiance. La seule voie qui arrête la militarisation est une décision iranienne de ne pas franchir le seuil. Et chaque donnée indique que cette décision est activement examinée en temps réel. Les scientifiques nord-coréens ne sont pas allés à Téhéran pour donner un cours de physique théorique. Ils sont venus résoudre un problème d'ingénierie précis. Et toutes les preuves disponibles indiquent qu'ils ont réussi. Le 6 mai, 2 jours avant le départ des scientifiques, les forces de défense israéliennes ont mené leur plus grande opération de frappe en une seule journée depuis le début de la guerre. Plus de 320 cibles frappées en 6 heures. Parmi elles, le complexe militaire de Parchin. L'imagerie satellitaire du 7 mai montre des dommages importants aux structures en surface. Les installations souterraines, là où le travail sur les ogives a probablement eu lieu, ne montrent aucun impact visible en surface. Soit les frappes ont manqué leur cible, soit les munitions utilisées étaient insuffisantes pour pénétrer jusqu'à la profondeur pertinente. Le moment de cette opération n'est pas une coïncidence. Israël savait que l'équipe nord-coréenne était dans le pays. Israël savait sur quoi elle travaillait. Et Israël a utilisé l'étroite fenêtre avant son départ pour tenter de détruire ce qui avait été construit. Le résultat semble avoir été, au mieux, un succès partiel. Les Nord-Coréens sont partis selon le calendrier prévu. Leur travail était terminé. Ce qui reste maintenant en Iran n'est pas une question de capacité, c'est une question d'intention. Téhéran prendra-t-il la décision d'assembler une ogive fonctionnelle et de la déployer sur un missile balistique ? Cette décision n'a pas encore été prise, ou si elle l'a été, elle n'a pas été détectée par le renseignement occidental. Mais la piste menant à cette décision se mesure maintenant en semaines, pas en années. Et la pression externe pour franchir cette ligne est aujourd'hui plus élevée qu'à n'importe quel moment de l'histoire de l'Iran. La réponse mondiale a été discrète en public et frénétique en privé. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est paralysé depuis le début de la guerre. La Russie et la Chine ont bloqué chaque résolution de sanctions. L'AIE a perdu l'accès à l'équipement de surveillance iranien en 2023 et fonctionne à l'aveugle depuis. Le directeur général Raphaël Grossi a publié une déclaration le 7 mai exprimant une grave préoccupation concernant les informations faisant état d'une assistance technique étrangère au programme nucléaire iranien. La Corée du Sud a convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité nationale le 8 mai. Le Japon a demandé des consultations urgentes avec les États-Unis. Les deux comprennent que si l'Iran franchit le seuil avec l'aide de la Corée du Nord, le précédent dépassera le Moyen-Orient. L'Arabie saoudite a signalé qu'une arme iranienne déclencherait un programme à Riyad. La Turquie en a la capacité et a fait des déclarations sur une révision possible de sa posture non nucléaire. Le Moyen-Orient pourrait passer de 0 État doté de l'arme nucléaire à 4 ou 5 en une décennie. Voici ce que nous savons avec certitude. 23 scientifiques nucléaires nord-coréens ont passé 47 jours dans les installations d'armement les plus sensibles d'Iran. L'imagerie satellitaire, le renseignement d'origine électromagnétique et les témoignages de transfuges confirment toute leur présence et leur travail. Le 28 avril, un essai explosif non nucléaire compatible avec la validation de l'implosion d'une ogive a eu lieu dans un site souterrain près de Semnan. Le 6 mai, Israël a mené une frappe massive contre Parchin, l'un des 3 lieux de travail confirmés. Le 8 mai, l'équipe nord-coréenne a quitté Téhéran et est retournée à Pyongyang. Et le 7 mai, le Mossad a évalué que l'Iran se trouvait à 2 à 4 semaines d'une ogive nucléaire déployable si la militarisation était poursuivie. Chacun de ces faits est vérifié indépendamment. La conclusion vers laquelle il pointe est inévitable. L'Iran est plus près d'une arme nucléaire fonctionnelle qu'à n'importe quel moment de son histoire. Les barrières techniques qui empêchaient la militarisation il y a 6 mois ont été considérablement réduites ou éliminées. La décision de franchir le seuil est maintenant un calcul politique, pas une contrainte technique. Et ce calcul politique est fait par un gouvernement qui vient de voir son guide suprême assassiné, son armée conventionnelle brisée et son territoire soumis à une campagne de bombardement sans état final clair.
C'est dans ce genre d'environnement que se prennent les décisions nucléaires. Pas dans une délibération calme, mais dans le désespoir mêlé à la capacité. En date d'aujourd'hui, le 10 mai 2026, la seule chose qui empêche l'Iran de devenir le 10e État doté de l'arme nucléaire sur la planète est une décision qui n'a pas encore été rendue publique. Ce n'est pas de l'alarmisme, ce n'est pas de la spéculation, c'est la réalité évaluée à partir du meilleur renseignement disponible. Et cela se déroule plus vite que tous les modèles ne l'avaient prédit. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective Politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.